J'ai connu les beaux feux d'artifice, les convois coutumiers, le charriement des macabres, les Arabes qui sautaient comme des moineaux dans des pièges. J'ai rapidement compris qu'on les utilisait pour détecter le plus facilement les mines. À ce moment-là, j'avais l'ordre de rester plutôt en arrière. Quand c'était possible, les Français au repos dormaient dans les lits. Les Arabes, on les foutait dans les écoles ou dans les caves. J'avais, moi aussi, mon ordonnance. Un type qui ne devait pas me quitter. Quand on montait, quand on marchait, quand autour de nous ça se mettait à bien pétarader, si je comprenais bien ce qu'on me disait, il devait me servir plutôt de bouclier. Il avait été tellement bien dressé qu'il faisait ça tout naturellement. Il se mettait au-dessus de moi, il planquait sa tête entre ses mains, et moi j'avais une belle carapace au-dessus qui respirait. Quelquefois j'entendais qu'il parlait. J'ai été long à comprendre son nom. Je connaissais des Hallel, des Mahomet et tout ça. Mais son nom c'était Bouali. Bouali, j'arrivais pas à le prononcer. Il fallait tendre la bouche en avant et j'avais toujours l'impression qu'en murmurant ça, je me trahissais. Drôle de trahison que je n'ai jamais compris. Et mètre par mètre, quelquefois centimètre par centimètre, on grignotait du terrain comme un rat grignote du fromage. On faisait un trou avec notre tête. Quelquefois aussi, on faisait le trou avec les pieds. Et à d'autres moments, on avançait par grands bonds. Des bonds de 100 mètres, quelquefois des bonds de plusieurs kilomètres. C'est de cette façon-là qu'on s'est retrouvé près de la ligne qu'on appelait la ligne Maginot. Les frites ne faisaient rien, là. C'était un peu plus loin, vers le pont de Kiel. C'était des renforts, des remparts, des blocs de béton. Les gars n'étaient pas restés enfouis là-dedans, ils s'étaient débinés, mais ils avaient absolument tout pourri. Il y avait des bocaux avec de la confiture dedans. Curieux la délicatesse d'avoir donné de la confiture à manger à des soldats. Un ordre nous était donné, nous les Français pas y toucher. J'étais donc convaincu que ne pas y toucher, c'était non pas nous, mais tout le monde. Tout le monde parce qu'on disait que les bocaux étaient peut-être empoisonnés. Et une fois, je me suis trouvé dans un de ces blocos, très vite, très résonnant. On avait foutu une lampe de tempête là-dedans et on avait décidé qu'on allait passer la nuit. On n'était pas encore relevé, je peux dire qu'on en avait plus que marre. Le gros plat de résistance allait normalement se trouver à partir de ces blocs de ciment. Et j'ai vu Boily qui, découvrant un pot de confiture, l'a sorti de l'espèce de petite étagère en béton sur laquelle elle était posée. Il a fait sauter le couvercle, il a senti et il ne parlait pas un mot de français. Il est venu et avec une cuillère qu'il venait de trouver là, il en a sorti une du pot. Il a voulu me la tendre. Alors j'ai fait signe que non. Et il l'a foutu dans sa bouche. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce qu'on nous avait dit, c'était valable aussi pour Boily. Et j'ai fait un grand geste en avant, j'ai essayé de lui foutre une baffe sur le bras pour lui faire sauter la cuillère, mais il avait peut-être plus faim que moi, ou envie de cette friandise qu'il n'avait jamais goûtée. Curieux parce que ils étaient tous très soupçonneux. La grande trouille qu'ils avaient, c'était pas tellement les types qui se trouvaient en face, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans des patelas, quand quelquefois on avait fait un décrochement très grand, très rapide, le ravitaillement n'avait pas toujours suivi. Ils avaient faim, ils avaient envie de becqueter. Et ils se mettaient à manger, mais pratiquement jamais à boire. Non seulement ils sentaient la bouteille pendant un long moment, mais ils mettaient un doigt dedans et ils semblaient comme sonder le liquide. Leur trouille, c'était l'alcool. L'alcool ou le pinard. Il avait été recommandé de ne jamais laisser mon bidon de gnôle traîner. Moi, persuadé que j'étais que l'agneau, il ne voulait pas en boire, de temps en temps, je m'endormais et parce que mon bidon me gênait sur le côté, je le sortais de son œillet, puis je le mettais contre moi. Alors, deux, trois fois, on m'a fait réflexion. Deux, trois fois, je me suis fait poirer avec le bidon de gnôle qui était un peu plus loin que mon corps. Je faisais pas l'innocent, j'étais convaincu que
Bouali, pas plus qu'un autre, n'aurait goûté au bidon. Je n'ai pas voulu demander de détails, mais je me suis quand même un peu intéressé. Alors d'après ce que j'ai appris, c'est que un arabe, quand c'est bien encadré, ça marche. Mais si par malheur, le gars qui l'encadre lui laisse boire ou bien une goutte de gnôle ou bien une goutte de pinard, ça marche, mais contre celui qui lui a donné à boire. Étrange parce que, au fur et à mesure qu'on avançait, après avoir traversé cette fameuse ligne de béton, de temps en temps on rentrait dans du beurre. Alors on envahissait une maison, on investissait ça de la cave au grenier. On essayait de dénicher un mec et on dénichait quelquefois des fioles. Moi je manquais pas, je buvais un coup à chaque fois. J'aimais bien boire de l'alcool. J'avais un faible pour le kirsch. Et les Allemands avaient certainement aussi un faible parce que dans toutes les baraques abandonnées, je trouvais ma bouteille de kirsch. Et une fois j'ai vu Bouali qui, me regardant poser la bouteille, a passé ses lèvres entre ses dents, puis ensuite sa langue sur ses lèvres. J'ai compris qu'il voulait y goûter. Il a pris la bouteille, il a essuyé le goulot et lentement il a fait tomber quelques gouttes dans sa gorge. Le lendemain matin, quand je me suis levé, Bouali était complètement paf. J'ai essayé de le secouer, de le faire sortir de sa léthargie. Il avait ni dégueulé, ni rien d'autre, mais il ne bougeait plus, presque ivre-mort. Il n'avait pas bu énormément, le fond de la bouteille, peut-être la contenance d'un verre, mais c'était déjà pas mal. Un verre, j'aurais pu tenir, mais c'était peut-être la première fois qu'il en goûtait. Il a fallu démarrer. Alors il y avait ce Bouali qui était là par terre, j'ai essayé de le mettre debout, je suis allé chercher 2, 3 Arabes qui travaillaient avec moi. Et je les ai traînés vers lui. Puis, dans mon petit charabia qui n'avait absolument rien ni d'arabe et plus rien de français, je baragouinais des mots d'argot en même temps. Je me suis mis non pas en colère, mais j'ai montré que j'étais impatient. Puis dans les rues, ça recommençait, les types marchaient, on entendait de temps en temps un coup de feu qui partait. Moi, j'allais me laisser à découvert et ça marchait pas. Alors ils m'ont regardé, ils ont fait comme moi, secoué Bouali un peu, lui ont frotté la tête. Un type qui avait quelques coups de pied, mais des coups de pied très doux, des coups de pied comme on donne des coups de main. Bouali sortait pas de son cirage. Manque de bec pour lui. Il y avait un sous-lieutenant, une véritable peau de vache. Il s'appelait Teruel. Il est arrivé. Puis il m'a dit alors qu'est-ce qu'on attend? Faut le camp ou pas? C'est pas le chômage ici. Il y a du boulot à faire et à ce moment-là, il a découvert Bouali. Extrêmement gênés, les Arabes avaient fui comme des bestioles. Il allait se passer quelque chose auquel moi je n'avais encore jamais assisté. Tout à l'heure, je disais que pour les punir, quand ils faisaient cette fameuse escapade, quand ils s'accordaient un quartier libre pour le matin, c'était en France, la punition, c'était attaché avec les pieds dans la neige. Au fond, c'était pas très méchant. C'était méchant à voir, désagréable à supporter, à savoir que quand on était au chaud, un gars était en train de se geler, surtout quand la nuit tombait. Mais je n'avais encore jamais vu ce qu'on allait me montrer. Le lieutenant, le Teruel, s'est approché de lui. Il n'a même pas demandé s'il était malade. Il a semblé comprendre immédiatement. Il a envoyé un grand coup de tartine en pleine bouche dans Bouali. Ça l'a un peu fait remuer. Puis il est retombé dans son sommeil. Alors Teruel a refoutu un grand coup de tatane. J'ai vu les 2 lèvres péter. Le bout de la godasse de Teruel qui a été brusquement éclaboussé avec le bas de son fandard qui rentrait dans ses leggings. Et puis sur le sol, une tache. Ce qui a sauvé Bouali de Teruel qui, je crois, aurait filé des coups de tatane jusqu'à ce que non plus il bouge, mais qu'il arrête complètement de bouger. C'est une grosse fusillade. Une énorme fusillade comme on n'en avait encore pas rencontré sur le territoire allemand. Alors il m'a dit, bon suis-moi, et puis je ferai mon rapport tout à l'heure. Il a fermé la porte, il y avait une clé, il a bouclé ça. Puis on est parti. J'ai rejoint mes gars. On s'est développé dans les artères. Je crois qu'on approchait de Calve. Calve, ça a été un sale boulot. Je ne m'étendrai pas là-dessus, j'aime pas ça. Mais quand on a dépassé Calve, c'est comme si j'avais reçu des balles
dans le bide ou dans la poitrine. Je commençais à flancher. L'étrange breuvage vaguement soupçonné des mois avant passait plus. Les Français n'ont pas se régaler. Ça serait mentir, car ils avaient aussi de temps en temps la trouille. Mais il semblait que de savoir qu'ils étaient entourés, alors là réellement de leurs hommes, des hommes qu'ils utilisaient comme s'ils les avaient achetés, leur donnait une certaine sécurité. Alors que, contrairement à eux, et d'une manière absolument inadmissible quand on est un engagé, c'était pas tellement à moi que je pensais, mais à la couverture qui devait me protéger, et qu'avec une telle obéissance, les types déployaient tout autour de moi. Quand ça chiait trop, au lieu de s'écarter, de se planquer derrière des arbres, ils avaient cet affreux réflexe qu'ils contrôlaient à la perfection, que je guettais comme le tic dans la figure de quelqu'un. Et ils se rabattaient vers moi. Ils se demandaient dans leur jargon où est le sergent. Et j'avais mon petit troupeau. Toutes les balles pouvaient passer, normalement, à moins d'un manque de peau. Il n'y avait pas plus de 10 centimètres entre eux. J'avais mon bouclier, ma balustrade. Après calve, autre petit patelin. Petits patelins comme il y en a dans la France, qui sont perdus un peu, avec un petit cours d'eau qui passe dans le milieu. Quelques femmes qui étaient, non pas sur le pas des portes, mais derrière les vitres. Ce qu'on avait accroché venait de brusquement décrocher, et on pouvait se permettre de rentrer dans le village sans tirer un coup de feu. Les Arabes qui avaient une gâchette de plus en plus facile, qui n'avaient pas réalisé ce que moi je venais de comprendre, se mettaient de plus en plus dans leur tort. Depuis qu'ils étaient partis, qu'ils avaient quitté leur bled, on leur avait dit l'objectif c'est la France. La France en ce moment est occupée. Il faut que vous nous aidiez à la libérer, à la sauver. Et après on discutera et vous aussi vous serez comme délibérés. C'était un bluff naturellement, mais certains y avaient cru. Disons les grosses têtes y avaient cru. Et il se trouvait que dans le bataillon où j'étais, nécessairement il devait y avoir une grosse tête. Grosse tête, on entendait parler un littéraire. Un gars qui savait écrire l'arabe et parfaitement bien le parler. Un gars qui pouvait aussi parler un peu le français, ce qui était le cas de celui-là. Et qui, disons, tenait lieu de tampon. Quand il arrivait que des accrochages verbaux surgissent ou que des petits mouvements de, non pas de rébellion, mais de lassitude chez les types apparaissent. On l'appelait à ce moment-là. Il était certainement déjà au courant, mais les Français avaient une certaine, non pas déférence envers lui-même, disons qu'il respectait un peu l'accord passé. Moi, je me foutais du sultan et je ne savais même pas ce que c'était. Mais je comprenais qu'il était en quelque sorte le détaché à la fois spirituel et temporaire du roi. La campagne, disons la campagne française, n'avait pas amené de mouvement que l'on devait calmer ou de ces avant-signes coureurs. Quand quelqu'un commence à en avoir marre et piétine sur place, mâchonne sa langue et regarde par terre. En France, ça avait l'air de bien tenir. Mais comme on leur avait dit qu'une fois arrivé en Allemagne, tout serait permis, quand ils ont compris et entendu que la langue changeait, alors que nous, on ne devait pas trop leur faire comprendre qu'on était déjà arrivé en Allemagne, certains types se sont déchaînés. Tout y passait, et là-dessus non plus je ne m'étendrai pas. Seulement, quand on poirait un gars en train de faire si peu de choses que ce soit, le véritable pas de côté, pas le grand pas, le tout petit pas, presque un sur place, selon l'humeur du lieutenant ou du capitaine, et naturellement, pour l'exemple, on le butait. On s'est mis à raffiner ensuite. Dans la campagne, après Calve, là, dans ce petit patelin, quand les types ont vu les femmes derrière les carreaux, des femmes qui, qu'elles soient allemandes ou pas, avaient certainement la grande trouille, et qu'ils ont vu arriver ces mecs, qui presque tout avaient
Presque tous avaient des barbes, d'énormes moustaches. Un chèche qui était fait comme un écheveau de laine planté sur le dessus du crâne. Mettant très rarement leur casque, ou un casque par-dessus le chèche, qui dansait là-haut comme un œuf dans l'eau. Elles ont dû être terrorisées. Terrorisées comme d'autres avaient été terrorisées par eux ou par elles, mais il me semblait que ce n'était quand même pas une raison. Je n'avais pas la vraie haine au cœur. Les Français qui, comme moi, encadraient les types, avaient une certaine conception eux aussi de la haine, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur boulot. Mais ils se méfiaient beaucoup plus de ceux qui les entouraient et redoutaient à tout instant une mutinerie que je ne sentais pas venir. Alors quelques grands, voyant les femmes derrière les fenêtres, ont commencé à casser des vitres. J'en ai vu un qui a cassé une vitre. Et en même temps que la vitre a été cassée, on y a cassé la tête. Ça a été la fin. J'ai courte. J'ai eu droit à une perme. Je bénéficiais de 8 jours, si je le voulais, pour aller chez moi. J'étais tellement empêtré dans mes tripes et dans mes ficelles que j'ai sauté à pieds joints sur la permission. Et de camion en camion, en passant par Strasbourg et par Reims, j'ai fini par atterrir à Paris. La fin de la guerre venait de sonner. Je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvé sur les Champs-Élysées, avec ma grande djellaba. Il y avait un curieux air de fête que je comprenais très bien, mais que j'admettais très mal. J'ai croisé quelques Arabes, des gars qui étaient peut-être en perme ou qui avaient 1 heure ou 2 et qui la passaient aussi, là. Puis d'autres Arabes qui étaient en civil, des gars qui s'étaient remis immédiatement avant de leur tapis, revêtus de cette saloperie d'uniforme, avec cette non moins saloperie de djellaba, mais que je supportais beaucoup mieux que tout le reste, parce que la djellaba, ce n'était pas seulement, disons, la grande capote, c'était autre chose que personne n'avait vu, et qui pour moi avait un sens et une valeur tout à fait spéciale. Quelques gonzesses se sont mis à tourner autour de moi. On a voulu me fêter. On m'a demandé ce que j'étais, ce que je faisais, dans quelle arme je servais. On n'avait encore pas vu ça. Sur le côté, comme tous les types, j'avais droit à un poignard. Au bout du poignard, il y avait un lacet qui pendait. Quelquefois, les autres s'en servaient comme d'une schlag. Moi, j'avais jamais retiré la pression qui le tenait fermé. Jamais regardé comment il était fait, s'il était graissé ou rouillé. Et comme j'étais en perme, j'avais pas d'armes. J'ai descendu les Champs-Élysées. J'avais dû sortir au métro à l'Étoile. Mais sans aucune idée précise et surtout pas celle de participer à ce qui avait été mis en route. La grande fiesta, la grande kermesse. J'ai mis des heures pour descendre. Tout le monde avait droit aux félicitations. Tout le monde se serrait dans les bras. On embrassait n'importe qui et n'importe quoi. Même des Arabes. C'était étonnant. Il y avait donc une petite différence entre les Français qui habitaient la France et que je connaissais pourtant très bien, mais qui brusquement s'étaient mis à tout oublier, oublier leur rancœur, oublier leur saloperie de racisme. Puis on m'a bécoté. Et je me suis renfourné dans le métro à rond-point des Champs-Élysées. C'était la ligne. C'était ma ligne. Pont-de-Sèvres-Montreuil. Alors j'ai pris la direction de Pont-de-Sèvres et j'ai retrouvé un chemin très, très connu, très coutumier. Les 8 jours, je les ai écourtés. C'était vraiment imbuvable. Oui, je savais que je m'étais fait pendant des mois plus qu'écharpé. Je m'étais enfoncé moi-même mes propres épines. J'avais vu des pieux rentrer dans la gueule des autres. J'avais compris certains petits problèmes. Vu tout autour de moi ce qu'on doit appeler quand même des petites montagnes de cadavres. Même rencontré un type bien après Calve. Il y avait une usine dans la campagne allemande, menée et dirigée par des Allemands, avec des ouvriers allemands et quelques gars qui
Français avaient été, disons, déportés là. Mieux sans doute que les autres dans leur vrai camp, mais quelque chose qui n'était quand même pas très supportable. Et disons, non pas que nous avons libéré cette usine, mais ça a été facile à prendre. Ça n'a opposé absolument aucune résistance. Il y avait 2-3 gardiens, des nazis qui, brusquement, voyant qu'ils avaient affaire à des Arabes, ont été pris de terreur. C'était une réaction inverse à celle qu'on avait pu avoir de temps en temps. C'est-à-dire que quand on accrochait, si c'était une nouvelle unité, quand il y avait des Français, les types décrochaient très rapidement. Surtout dans le début en Allemagne, mais quand ils se rendaient compte que ce n'étaient pas des Français, mais des Arabes, ils se battaient jusqu'au bout tellement ils avaient la trouille. Ceux-là, plus trouillards que la trouille qu'ils traînaient avec eux, ils se sont complètement déballonnés, ils ont jeté les armes dans la cour par une fenêtre. Puis il y en a un qui a sorti sa chemise et qui s'en est servi comme d'un petit drapeau. Alors on a encerclé l'usine et petit à petit on a défoncé les portes et on est rentré un peu partout. À l'intérieur de l'usine, moi j'ai eu la faveur de trouver ça le premier. Il y avait non pas des cabinets, mais quelque chose qui ressemblait à des cabinets, comme des douches peut-être. Avec des gars qui étaient là-dedans. Avec la tenue du prisonnier que je connaissais un peu. Avec un grand signe dans le dos. Et puis sur le devant de la poitrine, un autre petit signe. Je crois que c'était le même. Et j'étais pas du tout certain que j'avais affaire là à des Français. La gueule plus crevassée. J'essaie bien regarder, puis dans ma tenue, je leur faisais quand même peur et sans doute ils n'avaient jamais rencontré un type comme ça, même quand ils étaient ciblots. Ils étaient persuadés que c'était d'autres types, peut-être des Chinois. Des gars qui s'étaient embarqués avec les Amerlocs. Ils avaient l'air de rien savoir, rien connaître. J'ai fini par ouvrir la bouche et j'ai sorti un mot de français. J'ai dit « Les gars, on est français ». Alors quelques-uns sont littéralement écroulés par terre. D'autres se regardaient, me regardaient, regardaient les gars qui m'entouraient, n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles. Et il y en a un qui s'est approché de moi, qui m'a dit « T'es français ?» Ben, je dis « Ben oui, je suis français. » « Tu es d'où ?» J'ai dit « Je suis de Paris. » Alors il tenait plus, il n'arrivait pas à parler. Il avait la gorge qui était littéralement garrottée. Il m'a dit « Tu crois que je vais revoir Paris ?» Je lui ai dit « Mais oui, tu vas revoir Paris. » Je lui ai pas demandé qu'est-ce qu'il foutait là. Il m'a dit « Admettons que j'ai fait ce que certains appelaient des conneries. Ça fait des mois que ça dure, on peut plus tenir. On nous donne plus à bouffer, il n'y a plus rien. Il y a pire que nous, mais peut-être que si c'était allé un peu plus vite, on aurait été tous débarrassés. » Puis le petit paquet qui était derrière lui s'est littéralement mis à chialer. On en avait fait autre chose que des hommes. C'est drôle, mais j'ai vu en eux, dans leurs mouvements, dans leurs gestes, ce que je voyais dans les gestes des Arabes. Alors je lui ai dit non, quand je t'ai dit Paris, c'est pas Paris. J'habite près du pont de Saint-Cloud. Alors il a explosé. Il m'a dit, moi je suis pas du pont de Saint-Cloud, mais je suis 3 ponts après. J'étais à Puteaux. Et je travaillais chez Talbot. Et Talbot, pour moi, c'était un énorme glavio, là encore. C'est chez Talbot que les rares fois où l'oncle a pu travailler, c'est là qu'il est allé. Il a gratté, je crois, dans 2 ou 3 petites usines, dont Talbot, qui n'était pas une usine très importante, mais qui faisait partie des plus grosses, à côté de celle qu'il avait faite. Il avait fait un petit atelier, poussait lui aussi, je crois, des brouettes dans lesquelles il vidait les copeaux d'en dessous les machines et il allait les porter dehors, il en faisait un grand tas. Ça n'avait pas très bien marché. À certains moments, il s'arrêtait, il disait j'en ai marre, et puis on verra après. Alors au commencement, on a cru que c'était une tête de cochon, comme on dit, et ensuite on a vu que c'était une tête de cochon qui avait beaucoup de lard dedans. Et les têtes de lard, on n'en veut pas. Alors il s'était fait virer, très content, très débarrassé. Il a repiqué au truc pas pendant, mais 1 an après à peu près. Ça a été le même tabac. Et je crois quelques mois après, il a trouvé tout à fait par hasard une place chez Talbot. Et c'était pas je suppose, mais c'est je sais, j'ai appris, j'ai su par lui. Il était rentré chez Talbot parce que Talbot faisait des grandes bagnoles, des bagnoles de course. Et il avait aussi un faible, les bourrins le gros faible et le petit faible pour les bagnoles de course. Talbot, ça faisait partie du paquet. Il y avait Talbot, Bugatti, Alfa Romeo.
Alors lui, c'était Talbot, et pouvoir gratter sur une Talbot, eh ben, ça marchait. Seulement, comme il était plus que manœuvre, il a ramassé aussi les copeaux, et les copeaux pour faire les Talbots, ça, c'était pas prévu. Alors il s'est fait saquer. Il attendait toujours qu'on le saque. Il n'avait pas cette élégance, comme disaient les autres, d'aller demander son compte. Non. Il voulait jusqu'au fond du verre avaler la dernière petite goutte. J'avais eu droit à une faveur. La faveur, c'était la suivante. En arrivant à Belfort, maintenant 1 an avant, on m'avait pas trop demandé de détails. J'avais seulement signé un engagement, mais infiniment plus court. C'était pas 5 ans, c'était un engagement pour la durée de la guerre. La durée de la guerre, eh bien, on l'avait usée. Alors là où on s'était arrêté, là où nous allions faire le camp pendant un petit temps, avant de pouvoir réarmer des bateaux et de remporter toute la troupe sur sa terre d'origine, je suis allé voir le commandant du bataillon et je lui ai dit, mon commandant, j'ai signé un engagement pour la durée de la guerre. J'ai eu ma perme de 8 jours. Je suis revenu avant parce que je veux liquider mes affaires, vous rendre mes fringues. Je vous demande pas de permission libérale, ça y est, c'est fait. Alors il m'a regardé, avec des yeux qu'il avait tellement transparents à cause du bleu pâle. Je crois que c'était un Alsacien. Il avait un nom comme Schmidt ou Troschmidt. On ne l'appelait jamais comme ça. On l'appelait Toto et peut-être qu'il s'appelait Victor. Entre nous. Il m'a regardé. Il m'a dit, sergent, asseyez-vous. Il y a une affaire à tirer au clair ensemble. Je vais vous aider. Je peux vous aider. Je voyais pas très bien où vous voulez en venir. Alors j'ai répété ma petite phrase, non pas apprise par cœur, mais qui sortait parfaitement bien. Je lui ai dit, mon commandant, je me suis remis debout, en essayant de serrer les talons et un peu les fesses. J'ai signé un engagement pour la durée de la guerre. Il m'a répondu, je sais. Je sais, il est là. Nous tenons des archives. Vous avez signé dans les gaumes marocains. 11e GTM, 4e Tabor. Vous avez fait un assez bon travail, encore que vous ne soyez pas très ardent. J'aurais eu plusieurs fois à vous faire des griefs, mais en temps de guerre, on ne fait pas ça. Alors je vais vous faire une leçon. Je pense que celle qu'on vous a donnée à plusieurs reprises n'a pas porté ses fruits. Avec les Arabes, vous ne vous contenez pas. Vous êtes insensible et ordinairement la sensibilité, on la laisse en même temps que ses affaires civiles. Alors voyez-vous, mon cher, avec le temps qu'il vous reste à faire, alors j'ouvre une grande gueule, avec le temps qu'il me reste à faire, je pigeais de moins en moins. J'étais loin de penser à ce qu'il allait me dire. Alors il a enchaîné. Avec le temps qu'il vous reste à faire, vous allez vous mettre tout à fait dans le bain. Vous rentrerez avec nous. Et là-bas, vous allez voir, vous allez toucher du doigt. Vous allez tâter de l'arabe. Nous avons fait notre devoir. Je crois que c'était un honneur pour vous aussi. Ce n'est pas sur un coup de tête que vous êtes rentré dans l'armée, mais il y a quelque chose qu'il faut corriger sans plus attendre. Alors j'ai remis ça sur ma petite phrase. Mon commandant, vraiment je m'en sortais plus. Si au commencement, c'était non pas machinal, mais extrêmement bien réglé, à ce moment de la discussion, je me paumais. Il m'a laissé terminer ma phrase, il la connaissait par cœur comme moi. Et lui, il s'y était sans doute à sa manière très préparé. De toute façon, avantage ou pas, de lui sur moi, et en tous les cas pas de moi sur lui, j'étais perdu, perdant. Il a sorti l'engagement, m'a dit le voilà. Seulement il y a eu un autre engagement précédent. Alors sergent, ça ne marche pas ici.
Dites-vous que si je vous rendais votre liberté, comme vous me la demandez, vous seriez immédiatement considéré comme un déserteur et je ne pourrais pas vous laisser partir sans vous signaler. Et vous n'iriez pas plus loin que la Bahnhof qui est là, sur lequel je serais obligé d'envoyer votre lieutenant. Vous m'avez compris, c'est très clair. Alors la porte de Versailles est revenue. J'avais signé 5 ans, j'avais imité l'écriture du père. J'ai joué ma dernière carte. Je lui ai dit, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, mon commandant. C'est que je n'étais pas majeur quand je me suis engagé. Et qu'il m'a fallu une aide de mon père. Il a eu l'air de faire un vague geste avec sa main. Je savais très bien qu'avec eux, dans l'arme que je servais, on n'avait pas besoin de papier. Et il m'a dit, je sais que vous vous êtes engagé chez nous en étant encore un mineur. On avait besoin d'eux, mais nous fermions les yeux et l'armée dite régulière française, de laquelle nous ne dépendons pas. Nous sommes des Français, mais disons que dans la théorie, nous appartenons à l'armée du protectorat, armée du sultan. En fait, c'est nous qui commandons, mais ce sont des accords qui ont été passés. Alors nous n'avions pas à faire la fine bouche sur l'âge. Vous étiez venu vers nous et nous devions vous accepter. Disons que nous avons été très chics. Alors j'ai une proposition à vous faire et de toute façon je ne pense pas que vous puissiez la refuser. Vous êtes un garçon intelligent et vous avez devant vous un certain avenir si vous savez le saisir. Vous étiez, d'après ce que je lis, un électricien. C'est un autre avenir que celui de l'électricité qui vous attend. Encore que là où vous allez aller, comme il n'y a pas encore de guerre, vous aurez certainement à installer soit dans des postes, soit dans certaines casernes, soit à surveiller. Si vous décidez de choisir plutôt le génie marocain que l'égoum marocain, à ce moment-là, vous serez parachuté dans une armée française. Moi, je vous engagerais plutôt à rester avec nous. Vous y avez noué des camaraderies. Oui, je sais, vous n'êtes pas un parleur, vous êtes un solitaire. J'admets tout. La solitude y compris, même au sein de l'armée. Ce qu'il faut, c'est faire son boulot. Vous avez fait votre boulot et vous allez continuer à faire du boulot. Alors choisissez, mais choisissez le bon morceau. Vous partez d'ici maintenant, libre de mon bureau, mais prisonnier 1 heure après, comme déserteur, et je vous remets entre les mains de l'armée de l'air. L'armée de l'air passera certainement l'éponge sur la désertion que vous avez mise en route. Elle déduira, si elle est élégante, les 12 mois que vous avez passés à peu près avec nous. Il vous en restera encore un bon paquet à faire, c'est-à-dire 4 ans. Si elle n'est pas élégante, et cela ne tient qu'à moi, vous aurez vos 5 ans à faire, mais dans des conditions tout à fait particulières. Et je crois que vous irez beaucoup plus loin. Vous pourrez décider de faire votre carrière dans l'armée à ce moment-là. C'est une désertion tout à fait spéciale, rare, peut-être pas tout à fait prévue, car un déserteur ne va pas se rengager ailleurs. Mais vous n'aurez pas de fleurs et pas de couronne. Votre choix, c'est de rester ici. Je l'ai salué, j'ai tourné les talons. Et à 3 mètres de lui, j'ai dit oui. Il a fallu jouer serré dans les jours qui ont suivi. Parce que j'avais appris que dans la troupe marocaine dans laquelle j'étais, les engagements de 5 ans n'existaient pas. Soit des engagements de 3 ans, soit des engagements de 6 ans. Ordinairement, c'était seulement 3 ans qu'on renouvelait par la suite. Alors j'ai redemandé un entretien avec le commandant, et je lui ai posé le problème. Et lui, de son côté, y avait sans doute réfléchi. Et il a eu encore ce mot d'élégance auquel il avait l'air de tenir. Il était coquet comme une poupée. Il portait toujours un stick sous son bras, des gants blancs, même quand il marchait dans la merde. Et toutes les heures, il changeait de gants. Dès qu'ils étaient sales, il en enfilait d'autres. Son ordonnance ne faisait que la lessive. Je crois qu'il avait d'ailleurs un laveur spécialement attitré pour les gants. Il ne pouvait pas marcher au combat sans mettre sa cravate. Il aimait pas mettre un casque. Il aimait se trouver en avant. À sa manière, c'était le seul
le seul à avoir précisément cette élégance. Et si les types pensaient un peu à lui, je pense qu'il serait arrivé à, disons, le respecter. Sa réponse ne s'est pas fait tarder. Il m'a dit qu'il me proposait les 3 ans. C'est-à-dire que mon engagement volontaire pour la durée de la guerre se trouvait converti. Il me restait donc plus que 2 ans gros à faire. Le stationnement, disons, en occupation, a été pour moi, je ne trouve pas le mot, fatal. C'est celui qui me vient en tête et qui correspond peut-être le mieux à ce que je voudrais dire. Non pas la fatalité, mais quelque chose de plus profond, qui se développe autour de vous, qui vous enserre, comme les araignées savent très bien faire quand une mouche se prend dans leur toile. Elles tissent tout autour, très lentement, leur laissant encore le temps de s'agiter, comme si elles voulaient que les gouttes de sueur, en supposant que des mouches aient de la sueur, passent à travers les pores, en supposant que la mouche ait des pores. Moi, je sentais les fils autour de moi. J'aurais dû bouffer aux messes. Je le faisais de temps en temps pour ne pas m'attirer trop de reproches ou de réprimandes sarcastiques. Mais j'étais devenu un adjoint à l'officier de ravitaillement, chargé donc de ravitailler 800 bonhommes, avec un train de camion qui roulait du matin jusqu'au soir. Ce qui me dispensait en tous les cas le midi d'aller manger aux messes et d'entendre les grosses plaisanteries très grasses des mecs. Et le soir, d'avoir droit à la sauterie, à la soûlographie, aux danses, aux grandes claques sur les genoux, aux tapes dans le dos, à tout cet affreux manège dont les militaires se croient obligés de s'affubler, ces rôles qu'ils veulent jouer, puisqu'ils ne peuvent plus se servir de leurs armes, et que là il y avait ce qu'il serait tout à fait exact d'appeler un relâchement, non seulement dans la tenue, mais en fait aussi, disons, dans la mentalité des Français. Ces gars-là étaient partis du Maroc et s'étaient tapés tout ce qu'il y avait de plus dur. Certains s'étaient fait buter. C'était brusquement l'ouverture des vannes. Et les Arabes très finaux sentaient ça. Il a commencé à y avoir des raclements de gorge et des pieds qui grattaient la terre. Quelques types ont commencé à poser les conditions. Ils se servaient du lettré, qui avait un nom particulier pour le dénommer, en plus de son nom personnel. Je crois que le lettré en question essayait de contenir comme il le pouvait. Seulement, il n'y arrivait pas. Il allait dans l'école où était parquée toute la troupe. Une école qui était un collège ou un lycée, je crois. Les gars roupillaient là et ne sortaient pas plus le jour que la nuit. Seulement pour ce fameux bordel qui avait élu domicile dans une ancienne usine. Mais encore, on les encadrait pour descendre, on les foutait dans les camions. Ce qu'on ne voulait pas, c'était, je crois, montrer la sale gueule de ces types-là. Mais nous devions montrer la nôtre. Ce qui fait qu'on pavanait sur la seule artère importante de ce petit bourg allemand. Toujours très bien nippé, faisant des touches tant et plus. Alors leur petit manège m'intéressait pas. J'avais pris non pas à cœur, mais avec toute la responsabilité que ça sous-entendait, le nombre de calories qu'il fallait pour chaque type, parce que le ravitaillement, disons dans le ravitaillement de campagne, non pas n'arrivait plus, mais avait trouvé son point de chute. Et maintenant que c'était, disons, la paix, et qu'on occupait, on devait vivre comme les Allemands avaient vécu chez nous, en faisant un peu moins que quand même. C'est ce relâchement qui a entraîné une cascade de petits emmerdements pour l'armée française, enfin, en tous les cas pour le commandant et les officiers. Quelques types ont réussi à briser des vitres, à faire sauter des fenêtres. Ils combinaient ça dans la nuit.
tout à fait en accord avec les sentinelles qui étaient leurs copains ou leurs frères ou leurs beaux-frères. Et ils se bourraient. Et le plus formidable, et je crois que c'est ce qui a fait le plus râler les Français, c'est qu'ils se tapaient toutes les filles. Celles qui résistaient à nos gueules étaient celles qui cédaient le plus, pas du tout dans la frayeur, mais à la gueule des Arabes. J'ai été désigné, j'ai dû laisser mon ravitaillement, et un peu par punition, et aussi parce qu'un roulement avait été établi, mais le type qui devait me succéder ne connaissait absolument pas tout ce que moi j'avais mis en route, mes comptes et tout le reste. Les ordres de perquisition à établir, de réquisition, je veux dire. Je savais que derrière moi, ça allait être la pétourdière, que les types allaient se mettre à toucher 1 kilo de beurre et puis 100 grammes de viande. Pas de pain, et puis le lendemain 2 billes de pain. J'avais rien à dire, j'étais là pour obéir. Je me suis trouvé dans un camion avec des Arabes qui n'avaient plus d'armes et 2-3 Arabes qui en avaient d'autres. J'ai pas pigé tout de suite. On est allé à une vingtaine de kilomètres de là. Une autre petite ville, un peu plus importante, où, en sortant d'elle et en s'approchant d'un bois, on découvrait des miradors. C'était un ancien camp de prisonniers français qui, tous les matins, partait travailler et le soir, était ramené au camp. Le camion s'est arrêté devant la porte. Ils ont soulevé le portail. On a fait encore quelques mètres, on s'est arrêté. Et puis un officier français est venu vers moi, il m'a dit: alors c'est le chargement. J'ai dit oui, j'aurais dû être prévenu, je ne l'avais pas été, c'est curieux. Est-ce qu'on s'était méfié de moi? Est-ce qu'on croyait que je pouvais faire quelque chose et il fallait qu'il soit vraiment con parce que je ne pouvais absolument rien faire? Déserter encore, est-ce que c'était ça qui commençait à me coller un peu au cul? Je suis quand même un déserteur, même si j'ai signé un engagement. C'est bien possible. J'étais en tous les cas mis au courant, ce que je devais faire, non pas de mon chargement, mais comme boulot. Ça consistait toute la journée, un roulement d'une semaine, et puis ensuite toutes les nuits, encore un roulement d'une semaine, à faire travailler les Arabes qui étaient punis. Punis vraiment pour des babioles. Parce que quand ils avaient vraiment fait une connerie, et la connerie la plus énorme, c'était d'avoir couché avec une Allemande, quand ils se faisaient poirer. Ou bien quand on voulait se débarrasser d'un mec. Alors il envoyait de vertes et de pas mûres. Et le camp de prisonniers dans lequel ses copains étaient rentrés ou allaient rentrer, c'était vraiment de la convalescence. On s'arrangeait à ce qu'ils essayent de s'évader tellement on les faisait chier, et ça c'est ce que j'ai su par la suite. Mais pas dans le camp là où je suis arrivé. Dans le camp où je suis arrivé, il fallait les user, il fallait, avant de les ramener chez eux, complètement nettoyer leur crâne. La guerre, qui avait été utile pour nous, me disait l'officier, a eu un effet déplorable sur eux. Ils se sont mis à prendre des initiatives personnelles. Ils se sont mis à boire, ils se sont mis à violer. J'ai eu droit à tout le boniment, tout ce qu'il fallait pour rabattre la foule. J'ai vu où était ma paillasse, une petite piole, avec des inscriptions en allemand sur le bois. Puis ensuite, il m'a fait visiter le camp. Il m'a mis au courant pour les corvées qu'il y avait à faire. Couper du bois alors que l'armée marocaine n'avait absolument pas besoin de bois. Couper du bois jusqu'à ce que les types aient les mains en sang. Et puis le soir ou la nuit, les réveiller à tout bout de champ. Ça, c'était l'autre type qui faisait, disons, son autre équipe. Et puis faire une grande marche dans le camp, sous les projecteurs. Et le plus tordant dans l'histoire, c'est que les sentinelles qui gardaient le camp, c'était des Arabes qui n'hésitaient pas de temps en temps à faire un carton dans les pattes si un gars, la nuit, complètement écœuré, ou brusquement cassé en 1000 morceaux, prenait la décision de jouer la chandelle. Incroyable comme ils avaient l'air cons, les Français. Je crois que tout le bataillon y est passé, le mien et les autres. Il fallait tout détordre, tout dresser. Et con à un point que
chaque gars qui passait, qui en sortait un mois après, ou 6 semaines, ou 15 jours, était infiniment plus déchaîné et savait pourquoi il était déchaîné. Il retrouvait les types qui y étaient passés, il retrouvait ceux qui allaient y passer, qui guettaient le moment, qui, à la fois allumaient et dynamitaient, se mettaient non pas un point d'orgueil, mais décidaient donc qu'une fois pour toutes, eh bien, ils n'iraient pas au bordel, mais baiser encore une Allemande. Alors les Français parlaient bien sûr de ces sales putains qui étaient des blanches pour arabes. Que s'ils n'avaient tenu qu'à eux, eh bien, ils les auraient foutus aussi dans le camp. Puis lentement, comme ça, la poudre a commencé à s'échauffer. Puis il y a des petites mèches qui se mettaient à rougir. Il y avait des petites explosions par-ci par-là. Des explosions de colère, des petites mutineries. On avait tellement la trouille de les sortir et de continuer à faire des répétitions d'attaque ou pour les maintenir en forme, que les gars vivaient dans leur salle d'école. Ils allaient chier sur le palier, pisser sur le palier, c'est tout. Les malades, qu'on prenait petit à petit pour des tirs au cul, on les soignait plus. Alors il y a les gars qui se sont mis à crever. Ça devenait de plus en plus insupportable. J'ai eu terminé mon petit séjour au camp. J'ai retrouvé ma place au ravitaillement. Et là, j'ai assisté à de belles flambées. Des Français qui perdaient la boule. Des gars qui étaient vraiment prêts à tout pour pas qu'on leur fasse ce qu'ils redoutaient le plus. Ils étaient passés au travers de pas mal de cascades, mais ces Français-là se disaient que ils avaient eu raison de penser que le pire ennemi, c'est quand même lui. Lui, l'arabe. Et par un curieux effet, disons, des contraires, non pas parce que je n'étais pas une peau de vache, mais je n'ai jamais pu lever la main, jamais pu hausser le ton. Au commencement, l'équipe de bonhommes que j'avais, réduite à 7, qui étaient des gars qui portaient des sacs de riz, des sacs de lentilles, des sacs de patates, des sacs pleins de pain, des quartiers de bidoche, un peu le pinard pour nous les blancs. Au commencement, disons que ça a cafouillé, que j'ai mis ça sur le dos du cafouillage. Ils barbotaient. Ils devenaient gros comme des bébés. J'arrivais à rien dire. Je faisais toujours un décompte particulier qui se balançait bien en bas du cahier. Je fournissais directement et en gros des salles entières. Alors les autres ne se rendaient pas compte qu'il manquait 1 kilo ou 2 kilos. Moi je livrais ça par 20, par 30, par 50 kilos. Par la suite, ça a beaucoup mieux tourné. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient vu que j'étais ce qu'eux-mêmes appelaient la métropole? En tout cas, ils ont arrêté de barboter. Ils se sont mis à me demander. J'avais l'ordonnance, là encore. Il avait certainement son vrai nom, mais il avait comme surnom Shibani. Shibani en arabe, ça veut dire le vieux. J'étais pas mécontent d'avoir comme ordonnance un vieux. C'était le plus vieux d'ailleurs de tout le bataillon. Je sais pas qu'est-ce qu'il était venu foutre là-dedans. Normalement, il aurait dû rester là-bas. Dans une autre armée, on ne l'aurait pas pris. Il était resté leste comme un petit lapin, comme une gazelle. Il avait des doigts d'une agilité et des yeux qu'on aurait pu dire très féroces, mais qui étaient tellement ardents qu'il fallait mettre ça sur le compte d'une autre passion. Ce qui n'était pas difficile à faire. Entièrement dévoué à moi, c'était normal. Il avait certainement dû servir un type avant que j'arrive à Belfort, après Bouali. Parce que Bouali, je l'ai jamais revu. Mais il venait au-devant de tous mes gestes. Il comprenait seulement quand je tournais la tête et que j'ignorais encore ce que j'allais faire, ce que j'allais choisir, ce que j'allais décider. Mes fringues, toujours très propres, mais ça, c'était sans problème. Mais boire du thé, alors que je buvais du café, il m'arrivait d'aimer de boire un verre de thé. Un verre de thé comme eux, ils le faisaient, avec un petit peu de menthe dedans. Je trouvais ça très rafraîchissant et tellement surprenant dans le goût, je n'arrivais pas à m'y faire. Eh bien, je venais de boire une tasse de café ou 10 tasses de café dans mon après-midi. C'était le jour où je faisais mes comptes.
au moment précis où je relevais la tête et je regardais le petit feu qui ronronnait avec sa bouilloire sur le dessus, il décidait de lui-même que j'avais envie de boire une tasse de thé. Il s'est jamais trompé. Par la suite, il a été malade, mais il n'a pas voulu partir à l'hôpital. J'ai compris très bien ça. Je l'ai soigné à ma manière. Il avait de gros furoncles. C'est fumant comme j'ai connu du pu. D'énormes furoncles. Sur la colonne vertébrale, comme paraît-il, j'en avais eu en étant gamin. Des furoncles qui tournaient à l'anthrax avec 2-3 mèches. Il se laissait nettoyer comme si je l'avais endormi. Ça a dû créer quelques liens entre lui et moi. Encore que j'étais convaincu que ma petite équipe ronronnait à la perfection. Nous avions dépassé le rodage, avec les petits accros nécessaires à un tel épisode. Mais lui et les autres qui savaient que, malade et à qui sans doute il avait montré ces énormes machins, ont compris, ont su et ont appris par lui que je le soignais, que je l'avais soigné et que je l'avais guéri. Il s'était mis à avoir de plus en plus peur, de moins en moins confiance au Toubib qui n'était quand même pas une peau de vache. Ils avaient peur que, je crois même qu'on les empoisonne, qu'on les rende malades, qu'on les fasse traîner d'hôpital en hôpital et qu'ils crèvent sans avoir revu leur terre. Et moi qui ne me sentais pas du tout attaché à mon Boulogne, je me suis mis à rêver, non pas d'un port d'attache, mais d'une terre qui aurait été la mienne. Et Bouali, qui, je crois, était un beau parleur, un conteur, qui parlait infiniment mal le français, mais qui quand même se défendait bien, et même quand il parlait arabe, ne trouvant pas le mot qui convenait, utilisant sa propre langue, il le prononçait d'une façon tellement spéciale, s'aidant avec ses lèvres, ses doigts, ses yeux, faisant des grimaces, tendant la peau de son front en arrière vers les oreilles. Je comprenais le mot absent. Alors donc nous faisions une excellente équipe. Et quand les petits paquets de poudre se sont mis à flamber à droite et à gauche, il s'est avéré que il n'y a rien eu au ravitaillement. Bien sûr, vous me direz que 8 bonhommes, enfin 7 bonhommes plus moi le 8e, c'est rien à côté d'une section, d'une compagnie, et encore moins d'un bataillon. Mais 8 bonhommes, c'est aussi quelque chose. Ça peut piquer, ça peut faire chier le ravitaillement. Ça peut décider dans la mutinerie générale, de foutre en l'air dans le petit torrent qui passait là, tout ce qu'il y avait comme réserve à becter. D'affamer les copains, avec une bonne politique que j'aurais très bien compris s'il l'avait mise en action, et de les obliger à sortir. Le fin lettré arabe, lui, il croupissait en dessous le bureau du commandant. Il avait foutu au fer. C'était l'ancien poste de Polizei. Alors ça avait fait un remue-ménage terrible. Qu'on les emmène au camp, qu'on les emmerde, qu'on leur foute sur la gueule. On commence à les prendre pour véritablement des clébards. Et s'il y a quelque chose que l'arabe non pas n'aime pas, mais sous-estime, place plus bas que terre, c'est le kleps. Et eux, c'était vraiment des kleps. Il y a même des Français qui s'amusaient à les faire marcher à 4 pattes. Pour un peu, je crois qu'ils les auraient fait aboyer. Alors ils ont commis la grosse gaffe. Ils ont foutu le fin lettré en tôle. Alors là, ça s'est agité. Alors vraiment pas mal. Et j'ai vu arriver la gueule enfarinée, l'officier qui supervisait le ravitaillement pour tous les bataillons. Qui m'a pas fait un dessin. Qui a été étonné que chez moi il n'y a encore jamais rien eu. Que le commandant lui-même du bataillon était plus que surpris. Qu'il connaissait toute mon histoire. Et que je devais quand même faire très attention, non plus seulement à la rose arabe, mais à ce que mes camarades pensaient. En fait, lui, il était comme les autres, il avait un peu la trouille. Alors pour une fois,
Je me suis trouvé tout à fait décontracté devant un officier qui n'avait pas un grade énorme, mais de toute façon, chaque fois que je les abordais, qu'il m'arrivait de les aborder à une revue ou à une autre, je parlais sans histoire. Je me gênais pas pour avoir des mots d'argot. Je faisais comme Shibani. Quand je ne trouvais pas le mot précis, exact, j'utilisais mon jargon. Alors le tout était certainement très curieux pour leurs oreilles, car j'ai mué très tôt, vers les 10 ans. Et très brusquement, j'ai attrapé ma voix très grave. Ce qui était très étonnant quand j'étais à l'école, on aurait dit que j'étais le pion. Et quelquefois même pour faire peur, non pas aux copains, mais pour les faire rire, ou pour me faire rire moi-même. Avec mon don d'imitation, j'imitais la voix du pion, j'imitais la voix du Yerlo. Alors cette voix grave, avec des mots qui n'étaient pas cherchés, mais par un curieux effet de je ne sais trop quoi, j'avais des phrases très cohérentes qui, tout à coup, se mettaient à pivoter sur un jargon. Et certains types qui, d'Afrique du Nord, appartenant eux aussi à la classe qu'on dirait en France prolétarienne, mais qui là-bas n'existait pas. Le simple épicier était déjà un gars au Maroc, s'il était français. L'électricien était un chef. Et qui n'était jamais venu dans la métropole ou qui était né et avait suivi leur père quand ils avaient 5 ans ou 6 ans. Certains gars ont été persuadés que les mots que j'utilisais, compte tenu